Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, un rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité africaine. L'Afrique est en pleine mutation, elle bouge, elle s'agite. Les rapports de force entre le continent et le reste du monde sont également secoués par un vent de changement, en même titre d'ailleurs que les relations avec l'ancienne puissance coloniale, en l'occurrence la France. Les populations du Sahel, exacerbées par la présence militaire française, se révoltent. Le départ de la France du Mali avec le retrait de la force Barkhane, puis du Centrafrique, un pays pourtant pivot de l'influence française dans le continent africain. L'arrivée de jeunes dirigeants au pouvoir avec l'espoir d'en finir avec ce qui est communément appelé la France-Afrique. Vous l'aurez compris, il s'agira tout au long de ce numéro d'aborder la question des relations entre la France et le continent africain. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné tout au long de cet épisode par M. Prince Koya, spécialiste des questions sécuritaires. Mais aussi, je serai rejoint un peu plus tard par M. Hamzat Boukhari, qui nous rejoindra depuis le Bénin. Monsieur Prince Koya, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci de nous rejoindre, M. Prince Koya. Je vous en prie, le plaisir est pour moi. Sans plus attendre, nous allons entamer notre émission. Mais avant tout, une question mérite d'être posée, M. Prince Koya. Qu'est-ce que la France-Afrique, précisément, M. Prince Koya? La France-Afrique n'a pas une définition unique. La France-Afrique a une définition multiforme. Et d'ailleurs, il faut rappeler que la France-Afrique est un néologisme développé par le premier président ivoirien, feu Félix Houphouët-Boigny, par la France-Afrique, justement, dans les années 55-56, donc à l'orée des indépendances africaines. Le concept France-Afrique était utilisé par lui pour manifester sa volonté de ne pas couper de manière systématique le cordon ombilical qui liait les États africains d'avec la colonie française. Il avait ses raisons, les raisons financières, économiques, de développement, c'est-à-dire pour lui, il ne fallait pas couper tout de suite les relations que l'Afrique ou les colonies africaines entretenaient avec la France, parce que ces colonies auraient encore besoin de l'accompagnement de l'ancienne puissance coloniale. Donc à la base, la France-Afrique, c'était une volonté manifestée par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny et par d'autres, comme lui, de ne pas couper systématiquement le cordon ombilical entre la France et ses anciennes colonies. Mais par la suite, à l'indépendance, la France, elle non plus, au regard des intérêts géopolitiques, économiques, diplomatiques, commerciaux, à travers le franc CFA, qui la liait aux pays africains, la France, elle non plus, n'ambitionnait pas d'abandonner les États africains, les nouveaux États africains, qui constituaient pour elle le symbole finalement de sa gloire sur la scène internationale. Rappelons-nous, et je finis sur ça, l'ex-ministre des Affaires étrangères français, Louis de Guéringo, disait en 1979, l'Afrique est encore le seul continent à la mesure de la France, où, avec 500 hommes, la France est capable de changer le cours des événements. C'est dire finalement que l'Afrique était restée le seul endroit, certainement dans le monde, où la France pouvait encore faire valoir son statut de grande puissance mondiale. D'où l'intérêt de ne pas abandonner l'Afrique et de mettre en place certains dispositifs militaires, sécuritaires, diplomatiques, monétaires, économiques pour garder les colonies africaines devenues indépendantes dans le giron français. Donc voici comment on peut résumer de manière historique et de manière assez synthétique le concept de France-Afrique. Très bien, Monsieur Prince Koya. Du coup, quel était le dessein de la France au lendemain des indépendances des anciennes colonies? Quel était le dessein de la France ou comment envisageait-elle son avenir dans le continent? Au lendemain des indépendances, et dans la suite de ce que je venais de dire tout à l'heure, et la France n'est pas seule dans ce cas, il y avait aussi la Grande-Bretagne, donc les métropoles avaient conquis ou avaient joui en tout cas d'une certaine puissance sur la scène internationale grâce à leurs colonies. On se rappelle des bases françaises qui étaient le symbole de la puissance militaire française dans le monde, mais aussi sur le continent africain, qui permettait de protéger les intérêts français. On se rappelle également des accords monétaires dans le cadre du franc CFA qui conféraient à la France un certain avantage financier et monétaire sur ces pays, dont elle restait quelque part le
tuteur financier, le tuteur monétaire. On se rappelle également des accords commerciaux UEACP qui ont été signés entre les pays européens et les pays africains. Donc on se rappelle finalement de tout un tas de relations qui ont marqué finalement les relations entre la France et les pays africains à plusieurs niveaux. Donc à ce niveau-là, on voit que la France ne pouvait pas s'hasarder, à perdre les intérêts abyssaux, les intérêts énormes qu'elle entretenait dans les pays africains. Je ne parle pas aussi des stocks d'investissements étrangers français qui sont incarnés par les multinationales françaises, comme Orange, comme Total et autres. Donc, au regard donc, de tous ces intérêts, la France ne voulait pas perdre les pays africains. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre en place, en accord avec certains dirigeants africains, pas tous, un système qui permettait de prolonger la communauté française coloniale, mais cette fois-ci en communauté française insidieuse, dans une sorte d'impérialisme structurel entre les élites françaises, notamment dirigées par le général de Gaulle et son secrétaire aux affaires africaines Jacques Foccart, avec donc en alliance avec certains présidents africains, notamment le président Félix Houphouët-Boigny, le président Léon Mba et le président Ouma Bongo, et donc un ensemble de présidents qui étaient encore, on va dire, acquis à la cause donc de la coopération franco-africaine pour constituer ensemble finalement cette France-Afrique insidieuse, officieuse et institutionnelle qui va s'incarner par les sommets France-Afrique et ainsi de suite, et donc par tout ce qu'on a pu dénoncer par la suite. Monsieur Prince Koya, justement, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique est toujours sous influence de ces réseaux-là, ou elle est en train de se détacher petit à petit comme un genre de nouvelle révolte ou nouvelle émancipation à l'égard de ce néocolonialisme nouveau? Dans mon ouvrage paru en décembre 2021, qui est intitulé Les 4 grandes évolutions des stratégies de domination occidentale dans l'Ouest africain de la colonisation à nos jours, j'arrive à la conclusion que à partir du début des années 2000, on a ce qu'on appelle l'évanescence, pas la mort, mais l'évanescence, donc l'évanouissement de la domination française postcoloniale en Afrique, sous l'effet de plusieurs facteurs. Les facteurs notamment du dynamisme politique des jeunesses africaines. On l'a vu avec le président Blaise Compaoré en 2014, qui était soutenu par la France, mais qui a fini par chuter sous la pression de la rue. Donc là, il y a eu une dynamique politique et sociale des jeunesses africaines qui souhaitent que leurs États endossent pleinement la souveraineté et ne se laisse plus seulement dicter leur diplomatie par la France. Donc on a cette pression populaire. On a aussi le réveil du secteur privé africain. C'est-à-dire qu'à l'époque, à cause du pacte colonial qui était imposé et qui empêchait finalement les opérateurs proprement africains de pouvoir exercer dans leur pays, on a aujourd'hui dans tous les secteurs économiques, agriculture, industrie, services, des champions africains qui commencent à naître et qui concurrencient de manière très dure les anciens hégémons économiques français en Afrique. On a aujourd'hui des sociétés de banques africaines comme Ecobank, comme certaines banques algériennes, marocaines et j'en passe, qui concurrencient fortement aujourd'hui des banques françaises comme la Société Générale en Afrique, et ça se voit. On a aussi donc d'un point de vue militaire l'arrivée des États autrefois sans colonie, c'est-à-dire la Russie, la Turquie, Israël, l'Inde, qui arrivent sur les plates-bandes traditionnelles françaises pour contrebalancer l'hégémonie française. Et enfin, on a la France elle-même qui n'a plus les moyens humains, les ressources humaines, comme Jacques Foccart à l'époque, des coloniaux qui connaissaient l'Afrique. Justement, en parlant de Foccart, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle des réseaux Foccart justement dans la construction de ce qui est la France-Afrique? Ok, les réseaux Foccart, on n'a pas. Moi, je préfère dire le réseau Foccart, mais après, c'est vrai qu'on a extrapolé en parlant de réseau Foccart parce que Foccart avait d'abord son réseau à lui. Qu'est-ce que c'était le réseau Foccart? Jacques Foccart, c'était le secrétaire général de la cellule des affaires africaines et malgaches à l'Élysée. C'était le visage africain du général de Gaulle. C'était le représentant de Gaulle en Afrique. C'était la courroie de transmission entre les présidents africains et le général de Gaulle. C'était celui qui ramenait les
mallette des présidents africains au président français de l'époque. Donc Jacques de Gaulle, c'était véritablement l'instrument de Charles de Gaulle pour pérenniser l'hégémonie politique, économique, financière et militaire française en Afrique. Alors, le réseau FOCA était constitué d'abord des relations amicales que Jacques Foccart s'efforçait d'instituer entre les présidents africains et la République française. Il y avait donc des relations très amicales. Il aidait certains présidents africains à acquérir de vastes propriétés en France, des villas. Donc c'était d'abord aussi une relation très amicale. Hein. Ce n'était pas tout le temps le cas. On ne pointait pas tout le temps des fusils sur la tente des présidents. Il y avait véritablement des présidents africains qui ambitionnaient franchement une relation très amicale avec les dirigeants de la République française. Et Jacques Foccart se chargeait d'établir ces relations amicales. Et dans la mesure où certains présidents ne souhaitaient plus devenir ami avec la France ou rester ami avec la France, ou dans la mesure où il montrait une certaine hostilité à la présence française, en ce moment, Jacques Foccart n'utilisait plus la carotte, mais il utilisait le bâton. À travers les zones militaires françaises en Afrique, notamment incarnées par les bases militaires, il allait, et le SDEC aussi, hein, les renseignements extérieur français, il allait se servir donc de tous ces instruments-là qu'on appelle finalement les réseaux FOCA, hein, pour contraindre certains présidents qui ne se montraient plus dociles ou lucides vis-à-vis de la France, les contraindre à revenir dans le giron français. Ça a été le cas par exemple en 1958 du premier président guinéen, Ahmed Sékou Touré. On se rappelle bien que lorsque ce dernier a dit non au référendum de septembre 1958, il y a eu contre lui l'opération qu'on appelle l'opération Persil, était menée par le SDEC, hein, le renseignement extérieur français, qui était lui-même chapeauté quelque part par Jacques Foccart. Et l'opération a consisté à inonder la Guinée de faux francs guinéens pour créer l'inflation dans le pays. On a eu aussi certaines interventions militaires dans certains pays pour déboulonner certains présidents au profit d'autres. Ça a été le cas, par exemple, je veux dire, au Bénin. Ça a été aussi le cas, par exemple, en Côte d'Ivoire en 2010, où avec l'aide de la force Licorne et de la force ONUCI, le gouvernement de l'ancien président Laurent Gbagbo a été déboulonné donc au profit donc du président actuel Alassane Ouattara. Donc on a plusieurs manifestations militaro-politiques, économico-politiques qui symbolisent finalement l'influence du réseau FOCA en Afrique qui oscillait entre relations amicales et répression lorsqu'on était en face de présidents africains qui étaient somme toute rétifs à la présence française en Afrique. Les réseaux FOCA ont-ils disparu ou ont-ils subi une sorte de mutation pour pouvoir se mettre en place aujourd'hui dans l'Afrique actuelle? Les réseaux FOCA n'existent plus. Voilà, dans leur forme originelle. Ils n'existent plus. J'avais présagé déjà dans mon livre en 2017 que l'hégémonie française en Afrique, depuis 2017 déjà, que l'hégémonie française en Afrique allait mourir, hein, qu'on le veuille ou pas. C'était un processus historique logique. Pourquoi? Parce que la France-Afrique se maintenait aussi par l'action de ces hommes forts, ce qu'on appelait les coloniaux. C'était les hommes forts. La France-Afrique se maintenait par l'action de ces hommes forts. Jacques Foccart, Moréchaux, Beaupré, et on avait aussi certaines personnes comme Lyoté. On avait donc beaucoup de visages français qui maîtrisaient l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des administrateurs coloniaux. Donc ils avaient une vraie expérience de l'Afrique. Ils avaient une connaissance des cultures, des mœurs et des manières de vivre à l'africaine, ce qui leur permettait de maîtriser le terrain africain au profit de la France. Ces hommes n'existent plus. Et ces hommes, on ne peut pas les fabriquer. C'est-à-dire qu'ils avaient une expérience qu'on ne peut pas acheter. Ils sont quasiment tous morts. Jacques Foccart est mort et tout le reste. Donc ce qu'on a aujourd'hui pour mener la politique de la France en Afrique, donc pour perpétuer le réseau FOCA, n'ont pas cette expérience. C'est-à-dire que c'est des diplomates, des jeunes diplomates formés aujourd'hui dans les écoles d'administration. Ils n'ont pas d'expérience africaine, ils ont l'expérience des livres, ils ont l'expérience des films, des documentaires sur l'Afrique. Ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ne connaissent pas les ressorts et ils ne connaissent plus l'Afrique qui a changé, les dynamiques africaines. Et donc finalement, voilà pourquoi la France commet autant d'erreurs aujourd'hui. Et si d'ailleurs la France ne commettait pas des erreurs, qu'elle le veuille ou pas, elle n'a plus la même influence ou elle n'inspire plus la même crainte en Afrique. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'osait pas.
Monsieur Oui, Koya, s'il oui. vous plaît, si vous me permettez, j'aimerais comprendre aussi, quand on parle de France-Afrique, est-ce qu'il est question de Oui. toute l'Afrique ou il est question que de l'Afrique francophone? La France-Afrique a notamment, le terrain de la France-Afrique, c'est notamment l'Afrique francophone, autrement appelé les pays africains de la zone franc. Donc c'est essentiellement d'abord les pays africains de la zone franc. Madagascar, Comores et tous les autres pays de l'ex-AEF et de l'ex-AOF, donc de l'ex-Afrique équatoriale française et de l'ex-Afrique occidentale française. Donc c'est essentiellement les pays d'Afrique francophone. Cependant, la France-Afrique a débordé à certains moments de son champ historique de compétences. Pourquoi? Parce qu'en 67, on a assisté à la projection de la France dans un théâtre qui n'était pas le sien, c'est-à-dire au Nigeria, en 67. La France a perdu l'Algérie en 1963. La France se cherche une nouvelle colonie susceptible de lui garantir son indépendance énergétique. Et il n'y avait pas grand pays africain producteur de pétrole à cette époque, mais le Nigeria apparaissait déjà comme un géant énergétique africain. Et la France, en accord avec le président ivoirien de l'époque, Félix Houphouët-Boigny, en accord aussi avec le président Omar Bongo à l'époque, va s'allier pour soutenir la sécession du Biafra, qui est une région du sud-est du Nigeria, qui est la région pétrolifère du Nigeria, la région qui fait du Nigeria une puissance pétrolière. Alors, la sécession devait servir à la France, une fois réussie, d'installer Elf, qui est devenu Total aujourd'hui. Vous voyez? Donc, la France est sortie de son précaré traditionnel francophone pour aller sur les plates-bandes britanniques. D'où le fait qu'il y a eu affrontement indirect entre la France et la grande. Et comment vous expliquez justement, par exemple, qu'un pays qui était le symbole de la France en Afrique ait aujourd'hui décidé de s'émanciper en quelque sorte? Je parle bien évidemment de la Centrafrique qui juge légal le départ des forces françaises après 62 ans quand même de présence. Est-ce que c'est les conséquences de toutes ces politiques et de tout ce que vous venez de dire, Monsieur Prince Koya? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, que la France ait commis des erreurs ou pas, le processus d'autodétermination des peuples est un processus inexorable dans toute l'histoire de tous les peuples. De toute façon, dans l'histoire d'un peuple, à un moment donné, on se dit on ne veut plus dépendre d'autrui, on veut dépendre de soi-même. On veut prendre notre destin en main, on veut exercer notre droit à l'autodétermination. Et cela naît avec le niveau de culture, d'instruction et d'éducation des peuples. En Centrafrique, on a des jeunes qui n'ont pas connu l'époque coloniale, qui n'ont pas connu le mythe de l'homme blanc, qui n'ont pas connu le mythe du maître. Donc tôt ou tard, déjà, rien qu'à cet aspect, les populations centrafricaines demandaient à s'émanciper et non seulement à choisir le partenaire avec lequel elles souhaiteraient coopérer. Donc ça, déjà, c'est un aspect. Deuxième aspect, ces populations sont allées à l'école, elles ont appris l'histoire à travers les réseaux sociaux, à travers les livres, les vidéos, à travers les histoires que leur racontaient leur père et leur mère, à travers l'histoire même de la Centrafrique. Elles se sont informées que la France a joué un rôle majeur sur la vie politique de ce pays. J'aurais un dernier point, si vous le permettez. Les changements que sont en train de vivre le Burkina Faso ou encore le Mali, la Guinée-Bissau, sont-elles en lien direct avec les politiques françaises en Afrique? Je ne vais pas répondre naïvement en disant oui, la France n'est pas responsable de tous les maux endogènes africains. Je suis africain et je connais aussi des facteurs endogènes du sous-développement et de l'inertie et de l'atonie économique chez nous. On a des problèmes de corruption, on a des problèmes de népotisme, gabégie, d'incompétence. On a beaucoup de problèmes en Afrique qui minent l'Afrique et quasiment tous les pays africains qui ne sont pas simplement propres à la France. La France a son impact, la France défend ses intérêts, la France veille à ce que les intérêts de ses entreprises, de ses citoyens et même son développement économique et social puissent perdurer grâce à, on va dire, l'hégémonie qu'elle exerce à l'extérieur, notamment dans les pays africains. Et le général de Gaulle disait, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Donc la France défend ses intérêts. Le vrai problème, c'est finalement la capacité des États africains à développer non seulement théoriquement le concept de souveraineté, mais aussi à garantir les droits souverains. Parce que une armée, ça se construit.
l'Algérie a compris, l'Algérie est quasiment la première armée africaine, elle a compris qu'il fallait investir dans l'armée. Justement, en parlant de renouveau des relations et aussi du rôle du politique en Afrique, Macron, quand il a commencé sa campagne, il a parlé d'en finir non seulement avec le passé colonial, mais d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique. Comment aujourd'hui l'Afrique peut-elle construire avec la France un partenariat gagnant-gagnant avec le franc CFA? Le partenariat gagnant-gagnant n'est qu'un concept diplomatique, on va dire. C'est-à-dire que c'est un concept diplomatique. En réalité, il ne signifie rien si les États ne se respectent pas, déjà. Si les États ne se voient pas comme égaux en vertu justement de la charte de l'ONU qui stipule clairement l'égalité souveraine des États. Donc, le problème du fait que les relations ne soient pas gagnantes vient des deux bords. C'est quoi la responsabilité africaine ou c'est quoi l'effort africain pour aboutir à un partenariat win-win? La responsabilité africaine, c'est de ne pas toujours avoir aussi une posture de soumis, d'avoir une posture de demandeur sans faire des efforts, pas toujours entretenir une posture de demandeur d'aide, se mettre toujours dans une position de dépendance sans faire des efforts à la tête des États, ouvre la voie à l'ingérence étrangère. Ça, c'est un facteur qu'il faut vraiment prendre en compte. Voilà. Maintenant, le partenaire extérieur, comme je vous l'ai dit, il défend ses intérêts. Aucun État ne vous dira qu'il vient pour votre bien. Pour moi, cela relève de la chimère. Et il faut vraiment qu'on l'enseigne aux dirigeants. Non, c'est de la chimère. L'État étranger, lorsqu'il arrive, il vise les intérêts qu'il peut saisir dans votre pays. Il vise les intérêts qu'il peut saisir dans votre pays. Il arrive, il regarde les secteurs qui ne sont pas protégés par vous, il s'y engouffre. Il y insère ces éléments et aussi longtemps que vous lui laissez la porte ouverte, la puissance extérieure s'engouffre et elle colonise votre économie, elle colonise même votre vie politique. Très bien, merci Monsieur Prince Koya, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette première partie de notre numéro. À présent, j'aurai le plaisir d'être accompagné pour la deuxième partie par Monsieur Hamzat Boukhari qui nous rejoint depuis le Bénin. Monsieur Hamzat Boukhari, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous accompagner. Je rappelle que vous êtes historien. Alors, la première question que j'ai à vous poser, Monsieur Hamzat Boukhari, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les questions de mémoire, la question du franc CFA, les questions du partenariat gagnant-gagnant sont importantes pour une nouvelle relation entre la France et l'Afrique? Écoutez, le partenariat gagnant-gagnant, c'est quelque chose qui n'a aucun sens dans la relation entre la France et l'Afrique. La question de la mémoire, elle doit être tranchée de manière, je pense, radicale. C'est aux Africains d'écrire leur histoire. Et c'est à la France d'accepter que l'Afrique écrive sa propre histoire. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de partenariat gagnant-gagnant possible dans les conditions actuelles entre la France et l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les médias français parlent de débâcle française en Afrique, est-ce qu'il est question plutôt d'un sentiment de regret ou vraiment d'une revanche? Je pense que la France fait n'importe quoi, elle ne comprend rien à l'Afrique, elle agit de manière comme si on était encore au 19e, voire au 20e siècle, elle ne comprend rien à ce qui se passe en Afrique, elle est méprisante et arrogante. Elle doit changer son logiciel et les médias doivent aussi changer leur logiciel dans leur compréhension de ce qui se passe en Afrique. Ils devraient lire davantage d'auteurs africains, davantage d'analystes africains et comprendre que nous sommes arrivés à un moment où il y a au niveau du continent africain une volonté de changement, une volonté de rupture. Et les médias, généralement, ont beaucoup de mal à comprendre cela et je pense qu'ils devraient changer la manière dont ils forment leurs journalistes parce que les journalistes français ont souvent une perception très colonialiste de l'Afrique. Vous avez dit tout à l'heure, l'Afrique doit écrire son histoire et la France doit le comprendre. Est-ce que par cela, vous voulez dire qu'aujourd'hui, la France est en train de faire de la résistance sur le continent africain pour ne pas perdre ce qu'elle considère comme étant sa chasse gardée, Monsieur Hamzat Boukhari? Oui, la France fait de la résistance, elle se maintient, elle continue à intervenir ou tenter d'intervenir, elle essaye de garder une présence diplomatique ou médiatique très forte en Afrique.
Et c'est normal parce qu'elle a énormément d'intérêts en Afrique, donc elle cherche à les préserver, elle cherche à les garder, comme d'autres acteurs étrangers en Afrique sont également présents pour leurs intérêts. Elle est en compétition avec d'autres puissances, et donc elle est là effectivement pour tout faire pour garder ses intérêts ou garder au pouvoir des dirigeants qui servent ses intérêts. Donc je pense que cela est de bonne guerre. Je pense que la France ne se laissera pas, comment dire, chasser d'Afrique. Elle y restera parce que tous les impérialistes sont présents en Afrique aujourd'hui, mais elle doit réviser effectivement son comportement et sa relation vis-à-vis de l'Afrique, puisque la France se présente toujours comme la meilleure amie de l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement raciste, c'est quelque chose qui est fondamentalement arrogant et qui doit changer. Ce n'est pas parce que on a une histoire qui repose notamment sur le passé colonial, l'immigration, etc., que la France doit se permettre ce genre de posture très condescendante, très hégémonique, vis-à-vis de générations d'Africains qui voient les choses de manière plus décomplexée et qui, du coup, ont aussi des réactions très épidermiques et très brutales. Autrement dit, la France, par son comportement, ne fait quelque part que creuser le désamour, que creuser le rejet qu'elle reçoit en retour. Et ça, c'est vraiment lié à une incapacité des diplomates français, une incapacité des médias français, une incapacité des des politologues français à comprendre ces évolutions-là. Très bien, merci Monsieur Hamzat Boukhari de nous avoir accompagnés durant cette deuxième partie. Et je rappelle effectivement que vous êtes président de la Ligue panafricaine Amoudja, qui veut dire normalement unité en Swahili. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier numéro de Cap sur l'Afrique. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Excellente suite des programmes sur Al24 News.